Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Et ce matin, je vous propose de suivre les débats autour du projet de loi mobilité examiné en ce moment au Sénat. Cette réforme du gouvernement prévoit les investissements dans le secteur des transports pour les prochaines années et doit favoriser le développement des nouvelles mobilités. Dans le débat, les sénateurs sont d'accord avec la logique de ce texte, mais ils estiment qu'il est mal financé. Et pour résoudre ce problème, ils proposent de réaffecter une part de la taxe carbone pour financer les transports et aider les collectivités. Les débats sur la loi mobilité, c'est tout de suite. L'amendement 71 rectifié, c'est M. Mison qui le défend, me dit-on. Madame, monsieur. Mais. Ah. Madame Lopez. Ah, bah, monsieur Mison. Alors. Je me disais bien. Il y avait un. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, cet amendement vise à permettre aux régions, et non pas à l'État, reconnaissant de cette manière la diversité de la réalité qui est celle des territoires par rapport au transport, et toutes les régions ne sont pas confrontées à la même problématique selon qu'on est sur un axe ou non, vise à permettre à ces régions d'instaurer une redevance pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les véhicules immatriculés à l'étranger et sur les routes, sur les autoroutes ou les routes nationales qui pourraient constituer un itinéraire de délestage. Je disais à l'instant que toutes les régions ne sont pas concernées de la même manière. Il y a notamment l'Alsace et la région Lorraine, qui sont maintenant bien sûr dans la région Grand Est, qui connaissent des trafics frontaliers très très importants, et qui connaissent aussi le report du trafic qui serait appelé à passer par l'Allemagne et la Suisse, qui connaissent le report sur leur réseau, et ce qui vient aggraver bien sûr la situation qui est la leur. Merci. L'avis de Monsieur le rapporteur. Alors cet amendement propose d'instaurer une redevance pour les régions, en dehors du fait que chaque région pourrait arbitrairement fixer des conditions qui pourraient être différentes, et je comprends les régions qui sont plus proches des flux, mais cette redevance pourrait être forfaitaire, annuelle ou proportionnelle au kilométrage et toucherait les poids lourds étrangers seulement. J'insiste sur le seulement. Elle présente de ce point de vue une vraie difficulté car elle n'est pas conforme au droit européen et aux dispositions de la directive Eurovignette. Les discussions engagées, alors je rappelle d'ailleurs que dans le projet, à l'origine, dans le cadre des assises de la mobilité, cette hypothèse de taxation avait été envisagée. Ce ne sont que les soubresauts de l'écotaxe. Je le rappelle, ces discussions avaient fait émerger une autre piste, celle d'une augmentation de la fiscalité sur le gazole avec en contrepartie une gratuité de la vignette pour eux, afin de ne taxer au final que les poids lourds étrangers. En tout état de cause, nous n'avons pas de solution aujourd'hui pour ne pas pénaliser les transporteurs français, comme le disait la ministre. À chaque fois qu'on va venir ajouter, on va encore creuser, accentuer les distorsions de concurrence pour les transporteurs français. Donc c'est pour ça que, bien sûr, les professionnels de la route sont opposés à ce type de mesures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réflexion à mener. Moi, je pense que le gouvernement devra travailler avec les différents acteurs pour éventuellement aborder ce sujet. La difficulté et notre souhait, évidemment, c'est que l'AFITF puisse disposer de ressources supplémentaires. Je rappelle simplement que sur les 17 milliards d'euros de la TICPE, seul 1,2 milliard cette année revient à l'AFITF pour financer les infrastructures. Donc focalisons-nous sur les contributions existantes payées par l'ensemble de ceux qui consomment des produits de ce type et nous trouverons, à mon sens, assez facilement les ressources. Donc c'est une demande de retrait, sinon avis défavorable. Madame la ministre, votre avis? Merci Monsieur le Président. Donc je comprends que pour le coup cet amendement ne répond pas à ce qui me semblait être le débat de savoir comment on pouvait trouver une ressource supplémentaire pour l'AFITF, puisque là, ça serait une ressource supplémentaire pour les régions. Vous avez mentionné la situation particulière de l'Alsace. Vous savez que vous aurez à débattre prochainement d'un projet de loi Alsace qui reconnaît la spécificité de l'Alsace, notamment avec un itinéraire payant de l'autre côté du Rhin, et donc ce qui appelle une réflexion sur un dispositif spécifique. Et en l'occurrence, pour revenir à cet amendement, comme l'a évoqué Monsieur le rapporteur,
il n'est pas possible, au regard du droit européen, d'écrire dans un texte de loi qu'on va faire payer les poids lourds étrangers et pas les poids lourds français. Donc je vous propose le retrait de cet amendement ou à défaut, avis défavorable. Monsieur Duplomb pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Moi, j'avais co-signé cet amendement parce que je pense que c'est important de mettre en avant cette problématique qui fait que le nombre de transports routiers étrangers devrait plus participer à l'effort national de la réhabilitation de nos routes. Avec l'explication qui est faite du rapporteur, je comprends que si on est obligé de l'appliquer aussi aux transporteurs français, il faut qu'on retire notre amendement ou du moins qu'on ne le vote pas. Maintenant, il reste un autre problème, et ça, Madame la Ministre, je le vois de plus en plus se développer sur mon département, c'est les petits camions de moins de 3,5 tonnes polonais, parce qu'ils sont tous immatriculés en Pologne, qui traversent sans cesse, de jour comme de nuit, le lundi au dimanche, 24 heures sur 24, la totalité de nos routes, pour éviter que ça soit parce que nous avions taxé les 38 tonnes, qui s'arrêtent en bordure d'autoroute, qui sont déchargés dans des conditions d'exploitation inhumaines, ceux qui le font, qui sont déchargés dans des 3,5 tonnes et qui parcourent des centaines de kilomètres en toute impunité. Des gens qui couchent dans des couchettes de camions qui ne sont pas des couchettes de camions normales, puisque c'est des couchettes de camions sur un 3,5 tonnes, vous imaginez la grandeur, et on laisse ça faire dans notre pays comme si c'était normal. Et tous les entrepreneurs français qui faisaient ce travail-là, aujourd'hui sont concurrencés par une concurrence qui est totalement déloyale, parce qu'eux se voient appliquer le code du travail, les heures supplémentaires, la problématique de conduite avec les disques et ainsi de suite. Et là, on a des Polonais qui se baladent partout en France et qui font le travail à la place des Français. Donc, Madame la Ministre, si cet amendement ne va pas jusqu'au bout, au moins il aurait eu le mérite de pouvoir apporter cet éclairage-là. La parole est à Monsieur Grémillet pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je pense que cet amendement que j'ai là aussi co-signé, lorsque vous vivez dans une région, effectivement, vous l'abordez d'une manière un peu différente, Madame la Ministre. Et admettez, chiffre à l'appui, que vous avez 2 routes qui sont vraiment concernés, l'Alsace et la 31. Oui, Madame la Ministre, nous allons avoir dans quelques semaines, quelques jours presque, un débat ici dans l'hémicycle sur la communauté européenne d'Alsace, qui va transférer effectivement, dans le cadre de nouvelles compétences, des responsabilités en matière de route. On est bien d'accord. Il ne sera pas possible, ou alors c'est un piège incroyable, que le département fusionné d'Alsace, Haut-Rhin et Bas-Rhin se retrouve avec des compétences sans recettes. Et je crois que le débat que nous avons à cet instant sur la 31, nous l'aurons très rapidement dans quelques jours sur la communauté européenne d'Alsace. Et déjà aujourd'hui, nous sommes dans une situation impossible. Demain, vous aurez, si la possibilité leur est donnée, et ce n'est pas une critique à leur endroit, mais c'est juste de permettre d'avoir un équilibre territorial sur cette région Grand Est, vous allez avoir alors à nouveau une surcharge supplémentaire sur la 31, qui est déjà aujourd'hui complètement encombrée, qui est absolument saturée. Il nous faut retrouver une équité. Je reprends un autre exemple très concret. C'est la région la plus transfrontalière. Toute l'économie qui se passe de l'autre côté de la frontière, l'ensemble des entreprises participent et payent la taxe lorsque nos camions font de l'activité économique sur l'Allemagne, ils y contribuent. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne retrouve pas un équilibre territorial dans cette grande région transfrontalière, effectivement, ça va devenir un goulot d'étranglement invivable. Ça l'est déjà insupportable, il deviendra invivable. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat que nous avons, au-delà de la concurrence qu'a soulevé mon collègue Laurent Duplomb, il y a un problème de région aujourd'hui qui est clairement posé, et je le dis vraiment clairement, et on n'a pas de réponse au niveau de l'encombrement tant alsacien que sur la 31. Donc la seule réponse, c'est la possibilité.
Oui, c'est... J'en ai pour 30 secondes. Non, vous avez déjà dépassé de 15 secondes. Non, j'ai laissé 15. Je voulais juste dire que la collectivité, la région, il lui faut bien trouver des solutions. Merci. Monsieur Dantec, vous avez la parole. Oui, pour dire, d'abord, on a tous bien compris que cet amendement ne peut pas passer le droit européen et que je ne suis pas du genre à stigmatiser le chauffeur polonais comme hier le plombier polonais. Néanmoins, une partie du débat depuis tout à l'heure, si je pouvais me permettre, Madame la Ministre, une synthèse. On voit bien qu'il y a des enjeux régionaux, qu'il y a des enjeux de taxation d'équilibre, et vous cherchez des idées pour la fin du grand débat, des choses qui marquent. Ben, remettez l'écotaxe. Là, au moins, d'abord, vous voyez la réaction. À tous les coups, ça marche. Et là, vous montrez bien que ce grand débat n'était pas un débat pour rien et qu'il y a de vraies décisions courageuses derrière. Au passage, mais ce n'est pas moi de vous le souffler, vous pouvez égratigner le gouvernement précédent qui n'a pas eu le courage de la garder. Vous avez un narratif. Parce que l'écotaxe était quand même la bonne solution. Était vraiment la bonne solution. Et que j'ai l'impression que maintenant, mais je sais que vous êtes d'accord avec moi, maintenant avec le recul, comme tout le monde a compris que c'était une mauvaise solution de l'avoir supprimé, que les portiques sont quand même toujours en place, qu'on peut même se dire que en termes industriels, la France est encore plus capable, avec ses entreprises, de trouver la solution sans passer par les Italiens. Parce que là, repasser un accord avec les Italiens, dans le moment, c'est un peu compliqué, on l'a compris. Mais allez-y, c'est la meilleure solution. L'écotaxe, c'est la meilleure solution de loin. C'est la seule qui réponde vraiment. Et on sent bien qu'aujourd'hui, c'est mûr. C'est mûr, ça ne l'était pas à l'époque. Ça permet de répondre à des enjeux régionaux, parce que les enjeux régionaux, il y en a de deux types. Il y a effectivement la question des transits et il y a la question des régions qui ont l'impression d'être pénalisées par l'écotaxe. Et mon camarade Michel Canévet, je ne pensais pas qu'il en ferait autant, devrait quand même reconnaître que ceux qui ont le plus perdu de la perte de l'écotaxe, ce sont les Bretons. Parce qu'ils se sont pris une taxe de 2 centimes sur le gazole, qui fait qu'il n'y a aucun traitement différencié, alors que dans la dernière proposition, il y avait pour une fois une reconnaissance de la périphérie de la Bretagne. Donc moi, je vous propose cette solution et je vous promets de vous soutenir. Alors, on continue les explications de vote sur cet amendement. Monsieur Richard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je n'ai pas, à titre personnel, co-signé cet amendement, mais pas par opposition au principe de ce financement, simplement parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Daniel Gremillet, dans quelques jours sera examiné dans cette instance le projet de loi portant des compétences nouvelles à la collectivité européenne d'Alsace. Je pensais qu'effectivement, dans ce qu'on a appelé la déclaration de Matignon de fin octobre dernier, il serait prévu un dispositif de régulation du transit poids lourd dans le sillon rhénan, compte tenu du fait que, comme vous le savez, dans ce projet de loi que nous allons examiner ici, est d'ores et déjà inscrit le transfert des routes non concédées ainsi que de l'autoroute, et tout particulièrement de l'autoroute A35, qui est le pendant de l'autoroute A5 qui se trouve de l'autre côté du Rhin. Ce transfert de compétences des routes non concédées et des autoroutes a pour unique but de permettre à la collectivité européenne d'Alsace de disposer d'un dispositif de régulation de ce transit poids lourd. Vous avez compris que cette collectivité européenne, qui en fait ne sera qu'un département d'Alsace, n'a pas du tout envie de financer l'entretien des routes et de l'autoroute sans disposer en contrepartie de cette possibilité de mettre en œuvre un dispositif de régulation. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Ce dispositif de régulation, il est d'ores et déjà prévu, Madame la Ministre, vous le savez bien, dans un article qui, je crois, porte le numéro 10 de cette collectivité, de cette proposition de loi, de ce projet de loi, pardon, qui prévoit d'habiliter le gouvernement à prendre en ordonnance à cet égard, précisément pour instaurer ce dispositif. Alors, nous pensions
Et la réponse que vous allez nous faire est naturellement très importante à cet égard. Nous pensions qu'effectivement, je ne suis pas le seul à le penser, les Alsaciens pensaient qu'ils bénéficieraient en contrepartie de ce transfert des routes et de l'autoroute de ce dispositif de régulation. S'opposer aujourd'hui, pour les raisons dont vous parlez, à cet amendement est pour nous un signe de désintérêt clairement du gouvernement pour notre projet de loi à cet égard. Et je voudrais que vous nous rassuriez. On continue. Monsieur Jacquin pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Je veux revenir sur le sous-amendement que nous venons de défendre et évoquer, Madame la Ministre, ce point sur lequel nous travaillons en ce moment. J'apprécie le débat parlementaire avec vous parce que vous connaissez particulièrement bien vos dossiers. Et vous l'avez dit dans la discussion générale, vous l'avez dit auparavant dans la presse, vous cherchez une solution de ce type. Vous y avez renoncé début novembre pour les raisons qu'on connaît. Il y avait déjà des ronds-points bien encombrés. Il ne s'agissait pas de mettre les routiers en plus sur ces ronds-points. Et vous aviez déjà évoqué dans l'avant-projet, dans les assises des mobilités, on avait déjà évoqué des solutions pour rétablir le principe vertueux du pollueur-payeur. Mais là, vous entendre dire que vous attendez le grand débat pour envisager des solutions ou les réserver dans cette temporalité-là et pas dans la temporalité parlementaire me gêne quelque peu. Quant à cet amendement, je vais être très direct, parce que j'ai dit, cher collègue Mison, directement à l'auteur de l'amendement, j'y suis profondément défavorable. À l'amendement de M. Grosdidier, je lui ai dit, je t'imagine hurler dans la presse si nos amis belges prenaient une mesure comme celle-là visant les routiers français, tu ferais une communication incroyable dans le Républicain Lorrain, c'est notre journal là-bas. Et je lui ai dit, je me demande si ton amendement ne vise pas à communiquer abondamment dans la presse pour dire que toi, tu as cherché à taxer les sales routiers étrangers. Ben, moi, je ne souhaite pas participer de quelque chose comme ça. Je pense que quand on est parlementaire, on ne fait pas de telles propositions qui relèvent de la démagogie, du populisme et qui alimentent des débats qui ne sont pas souhaitables. Et un dernier point positif vis-à-vis du questionnement de M. Duplon que je partage totalement sur les véhicules utilitaires légers. Madame la ministre a commandé un rapport d'excellente qualité à un député, le député Pichereau, que je vous recommande de lire. Il est vraiment de grande qualité et propose un certain nombre de dispositions pour mettre fin à cette distorsion de concurrence insupportable. Il faut savoir qu'un routier dans un véhicule utilitaire léger n'est pas soumis au droit du travail que supportent les routiers. Il a le droit de conduire le dimanche, il a le droit de conduire presque n'importe quand, il n'y a pas de chronotachygraphe et il faut absolument apporter des solutions. Je ne doute pas que vous voterez nos propositions. Merci. La parole est à Monsieur Mison. Monsieur le Président, Madame la Ministre, j'ai co-signé cet amendement que j'ai eu le plaisir de vous proposer, de vous présenter, parce que je le trouvais vertueux et ainsi que gilet jaune et bonnet rouge compatibles. C'est quand même pas évident de trouver une solution qui soit à ce point intelligente. Mais voilà, le droit, et singulièrement le droit européen, nous demande de faire ce qui est écrit et non pas ce qui est juste ou intelligent. Et nous ferons donc ce qui est écrit. Je vais retirer cet amendement. Je dirai à mon ami et collègue Olivier Jacquin que puisqu'il a parlé de celui qui a rédigé cet amendement et ceux qui l'ont signé peuvent se sentir visés lorsqu'il leur prête des vertus qui ne sont pas très gratifiantes, je voudrais lui dire que non, je ne lui ressemble pas, moi. Merci. Alors, juste pour information à nouveau, tout à l'heure, je vous informais que nous étions donc, en faisant les calculs, à 7 à l'heure. Et l'effet a été tel que vous êtes passé à 3 à l'heure. Donc, nous allons continuer avec la ministre qui veut répondre à ce mini-débat sur cet amendement. Madame.
Merci Monsieur le Président. Très rapidement, juste pour dire que vous aurez en effet à débattre du projet de loi Alsace qui prévoit bien la décentralisation de l'actuelle autoroute A35 et de tout le réseau national dans les 2 départements d'Alsace. Et donc je veux vous rassurer, comme pour toutes les décentralisations, la collectivité d'Alsace bénéficiera des dotations qui vont avec, calculées sur la moyenne des dernières années en termes d'exploitation, d'investissement. Elle bénéficiera aussi des engagements que l'État avait pris sur ce réseau routier en Alsace. Et par ailleurs, il y a en effet, comme vous l'avez souligné, une disposition d'habilitation, parce que vous aurez compris que ce sujet mérite d'être examiné avec la plus grande attention pour répondre aux attentes de la collectivité d'Alsace. Et je pense que ça a été mentionné à propos de l'A31. Il faut qu'on arrive à prévoir un dispositif qui répond aux attentes des Alsaciens, mais qui ne se traduise pas non plus par un report qui serait pénalisant pour le sillon lorrain. Donc c'est pour ça qu'on prendra le temps, qu'on renvoie une ordonnance pour mener cette réflexion en prenant en compte l'ensemble des enjeux. Merci. Juste une précision, Monsieur le Président de la Commission veut parler, mais avant, j'ai pas très bien compris, en tous les cas, si Monsieur Mison avait retiré son amendement ou pas. Il est retiré. Très bien, Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, alors que nous allons terminer, en tout cas pour le moment, cette série de propositions de sources de financement complémentaires, moi je voudrais juste regretter, Madame la Ministre, que vous n'ayez pas été plus transparente sur les intentions du gouvernement. Et un certain nombre de mes collègues l'ont mentionné, dont Olivier Jacquin, qui opine du chef. Pour une fois qu'il opine à mon propos, je tiens à le souligner. Parce que c'est vrai que dire on attend la fin du grand débat pour dire comment on va trouver les 500 millions, je trouve que c'est un petit peu court et c'est même pas très crédible. D'abord parce que je n'imagine pas un seul instant que vous-même et le gouvernement n'ayez pas quelques idées. Et ensuite parce que j'ai pas l'impression que, pour avoir participé, comme beaucoup d'entre nous, à certaines réunions du grand débat, que du grand débat va sortir des idées pour financer les infrastructures routières. Il y aura plein d'idées, mais je ne pense pas qu'il y en aura sur ce sujet. Ce qui risque de sortir plutôt du grand débat, et on le sait bien, c'est qu'on n'a pas envie de taxation supplémentaire. Donc à la limite, ça risque de freiner encore plus les idées que vous pourriez avoir. Donc moi je pose très directement la question aujourd'hui. Je ne dis pas comme certains de mes collègues, dévoilez-vous à l'Assemblée nationale. Je vous dis, Madame la Ministre, pourriez-vous légèrement vous dévoiler aujourd'hui sur les intentions du gouvernement ? 6 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 140, présenté par Madame Guéron. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, lors des débats sur le pacte ferroviaire, nous avions proposé cette généralisation du versement transport régional et tous ont reconnu que cette question était cruciale et qu'il faudra effectivement aborder la question de cette généralisation et plus globalement celle du financement des infrastructures de transport. Qu'il s'agit d'un vrai débat. Vous aviez dit, Madame la Ministre, que ce sujet sera au cœur des débats de la loi d'orientation sur les mobilités. Ça y est, on y est. C'est pourquoi nous déposons à nouveau cet amendement. Le budget transport est passé au fil des années au premier plan du budget général dans de nombreuses régions. Or, celles-ci dépendent pour la quasi-totalité de leurs ressources des moyens que l'État consent à leur attribuer, moyens qui ont une forte tendance à diminuer dans le cadre de politiques d'austérité poursuivies par le gouvernement actuel. L'accentuation des baisses de dotation pénalise l'ensemble des politiques publiques menées par les collectivités et donc surtout les politiques de transport. Il est impératif de garantir aux régions, dans un contexte budgétaire extrêmement tendu, de nouvelles ressources, notamment pour assurer le renouvellement du matériel ferroviaire et améliorer l'offre de transport collectif de voyageurs. À travers la mise en place d'un versement transport régional, elle bénéficierait alors d'une ressource propre, pérenne et dynamique qui, aux côtés des dotations de l'État et des ressources de la billettique, contribuerait à financer le fonctionnement et les investissements des transports de voyageurs d'intérêt régional, sans avoir à fermer, comme vous le préconisez, les petites lignes. Car derrière les mots, simplifier l'exercice de la compétence mobilité par les collectivités afin qu'elles puissent mettre en place des solutions simples et adaptées aux besoins. C'est bien la
rétraction du réseau ferroviaire régional qui se profile. Cette proposition va également dans le sens de la transition écologique en donnant les moyens aux régions de mener une politique ferroviaire ambitieuse à l'échelle de leur territoire. Enfin, les estimations dont nous disposons montrent que sur la base d'une telle taxation, la ressource potentielle s'élèverait à un peu plus de 850 millions d'euros. C'est le sens de notre amendement. Merci. Merci. Maintenant, l'amendement 925 présenté par le gouvernement, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Donc j'ai eu l'occasion de l'évoquer. Votre commission a introduit un versement mobilité réduit, plafonné à 0,3% pour les autorités organisatrices qui n'organisent pas de services réguliers. Moi, je partage tout à fait le point de vue que des services réguliers ne sont pas indispensables pour tous les territoires et que les autorités organisatrices doivent, lorsqu'elles mettent en place d'autres types de réponses, disposer de moyens adaptés. Mais le choix pour dégager des ressources, de s'appuyer sur le versement mobilité, conduirait à augmenter considérablement le nombre de petits établissements redevables, avec un impôt dont je voudrais redire la très grande complexité, à la fois en termes de calcul et de perception. D'autres solutions semblent préférables, auxquelles le gouvernement est en train de travailler en lien avec la réforme de la fiscalité locale, rendue nécessaire par la suppression de la taxe d'habitation. Donc moi, je vous propose de supprimer cette proposition de versement mobilité à 0,3%, étant entendu que le gouvernement sera amené à faire des propositions prochainement. Merci. Nous passons à l'amendement 632 rectifié. Madame Vullien. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre vient d'exposer combien elle était contre cette idée du 0,3% pour les territoires qui n'organisaient pas de services réguliers, mais d'autres services, c'est-à-dire d'autres services en faveur des citoyens, donc en faveur des salariés des entreprises. Moi, ce que je voulais vous dire dans cet amendement, c'était de revenir à la version initiale du projet de loi et de conditionner l'instauration du versement mobilité, alors cette fois-ci à taux plein, dont on rappelle qu'il peut aller jusqu'à 2% dans le cas des métropoles, de le conditionner à l'organisation de services réguliers de transport public de personnes. Donc cet amendement, bien évidemment, ne concerne pas le versement mobilité qui est prévu à l'article 2, alinéa 13 du présent projet de loi, cet alinéa qui dit que le 0,3% est fait quand il n'y a pas de service régulier. Donc personnellement, je ne pourrais pas être d'accord et je pense que l'ensemble de mon groupe ne pourra pas être d'accord avec ce que vient de proposer le gouvernement. Je vous remercie. Merci. L'amendement 557 rectifié bis, Monsieur Dominati. Nous avons deux amendements identiques. Bien, merci Madame la Présidente. Cet amendement aborde effectivement un peu plus le fond, c'est-à-dire la contribution des entreprises au versement transport. Et comme mon collègue, je partage l'idée que, en réalité, dans notre pays, la spécificité française fait en sorte que les entreprises contribuent énormément à l'organisation des transports, en réalité d'une manière anormale. Madame la Ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué le passage de 6 milliards à 9 milliards, et vous avez bien fait. Vous avez expliqué aussi l'abaissement 1% par an pendant 10 ans des autres contributions. En réalité, vous auriez pu aller plus loin. Vous auriez pu faire des comparaisons internationales, expliquer que la France est pratiquement le seul pays à avoir ce mode de financement pour ses transports. La ville de New York, qui a un versement transport, c'est 0,3% de la masse salariale, c'est-à-dire 10 fois moins que les entreprises franciliennes. La difficulté de ce versement transport, c'est que très souvent, l'entrepreneur, les usagers, tout le monde est déresponsabilisé. On sait très bien que la plupart des infrastructures, on voit leur coût multiplié par 2 en même pas une décennie. Les exemples sont extrêmement nombreux. Et c'est pour ça que pour ma part, je ne peux pas participer à encourager ce système, encourager le système qui consiste toujours à solliciter la vache à lait qu'est l'entreprise pour régler des problèmes qui sont les problèmes de toute la société. Là, effectivement, on aborde le fond, c'est-à-dire la situation actuelle, la situation qui perdure. L'amendement précédent, c'était un amendement qui était destiné à
visualiser le futur, le travail dans le futur et la compétitivité des entreprises. J'ai bien compris qu'un certain nombre de collègues étaient arc-boutés sur un système ancien et que l'idée de changer le mécanisme leur faisait peur. Mais au-delà de ça, c'est carrément la spécificité française qui compte. Et j'aurais aimé que le gouvernement nous donne d'autres pistes de réflexion plutôt que de parler d'une prochaine révision de la fiscalité. Donc c'est le but de cet amendement. Il traduit le ras-le-bol des usagers, le ras-le-bol des entrepreneurs et le ras-le-bol de ceux qui veulent travailler sans des taxes nouvelles. Merci. Nous passons à l'amendement 837 rectifié. Monsieur Pacaud. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, effectivement, mon amendement est similaire à celui de mon collègue Philippe Dominati. Je ne vais pas redire ce qu'il a excellemment dit et ce que d'autres ont dit, notamment notre collègue Laurent Duplomb. Néanmoins, permettez-moi d'ajouter 2-3 petits éléments. Dans ce même hémicycle, voici plus d'un siècle, un de nos éminents prédécesseurs qui siégeait juste derrière Didier Mandelli, c'est pas toi, c'est juste derrière, Clémenceau a prononcé cette phrase célèbre, je ne vais pas toute la citer, mais donc la France est un pays extrêmement fertile où il pousse des impôts. Alors, il parlait des fonctionnaires dedans en plus. Mais toujours est-il que cette problématique de ras-le-bol fiscal, c'est pas aujourd'hui qu'on peut la nier. Du côté, effectivement, des contribuables, mais aussi du côté des entreprises. Alourdir le coût du travail. Alourdir la fiscalité des entreprises, notamment dans les zones périphériques ou rurales, c'est évidemment minorer, éroder leur attractivité, leur compétitivité. Pour autant, le problème posé par Didier Mandelli, celui de l'enclavement, de l'isolement, de la mobilité dans ces zones, il est bien réel. Il faut le prendre en considération. Et donc le problème, c'est son financement. Vous choisissez de le financer, très chers collègues, par l'impôt. Or, et Madame le ministre a commencé à l'évoquer, il y a bien d'autres pistes. Il y a notamment des impôts peu ou mal utilisés. Je me souviens, vous avez commencé, Madame le ministre, à parler de la TICPE. Je me souviens du collectif budgétaire du mois de novembre dernier, où on avait évoqué la fameuse cagnotte des 577 millions d'euros issus de la TICPE, fléchés sur justement la transition énergétique. Là, on est en plein dedans. Aménagement du territoire, transition énergétique, 577 millions d'euros qui n'ont pas été utilisés là-dessus et qui ont été reversés au budget général. Mais cette cagnotte, elle est récurrente parce que l'année d'avant, il y avait eu 860 millions d'euros qui n'avaient pas été utilisés. Et l'année d'avant, c'était 360 millions d'euros. Ça fait, sur 3 ans, 1,8 milliard. Alors, créer un nouvel impôt, est-ce pertinent? Non. Bien utiliser les ressources fiscales qui existent et qui sont directement fléchables là-dessus, oui. Si. Passons à l'amendement 403 rectifié, présenté par Madame Vullien. Oui, merci Madame la Présidente. En fait, il ne faut pas toujours penser que, en termes d'impôts et de charges, mais en termes d'organisation justement pour les salariés, d'organisation des transports et de faciliter la vie de ceux qui vont au travail. Donc l'objet, moi, de cet amendement est de maintenir la possibilité offerte aux AO qui ne souhaitent pas organiser de services réguliers de transport de personnes, de pouvoir néanmoins instaurer un versement mobilité à un taux réduit de 0,3 pour financer les services de mobilité active ou relatifs aux usages partagés de véhicules terrestres à moteur. Il est cependant important, et là on va, je pense, tous se rejoindre, de veiller à ce que ce taux réduit ne puisse pas être supérieur à 0,3. Or, l'article 2 prévoit dans ses alinéas 12 et 13 que les communautés de communes qui n'organisent pas de services réguliers de transport public puissent instaurer ce versement, mais tel que placé dans le texte, il leur serait également possible de bénéficier du bonus de communes touristiques, lequel bonus peut aller jusqu'à 0,2, ce qui ferait qu'elles pourraient donc, sans organiser de services réguliers, instaurer un taux de VM à 0,5, beaucoup trop proche de celui d'une AOM de moins de 5 000 habitants qui organiserait, elle, un service régulier de transport public. Donc ce qui est demandé dans cet amendement, c'est que ça ne puisse pas aller au-delà des 0,3 et que ça ne puisse pas bénéficier d'un quelconque bonus. Je vous remercie. Merci. Maintenant, demandez l'avis de la Commission, Monsieur Mandelli. Oui,
De façon générale, avant d'aborder dans le détail chacun des amendements, je voudrais rappeler la philosophie ou en tout cas les orientations que nous avons prises à l'occasion de l'examen de ce projet de loi. Très en amont, c'était de ne pas créer, si possible, de taxes supplémentaires qui pèseraient soit sur les ménages, soit sur les entreprises. Ceci étant dit, ce que vous venez d'exprimer les uns et les autres, ça traduit avant tout les manques de ce texte à son arrivée ici au Sénat. On peut vouloir décréter la fin des zones blanches de la mobilité. Si on n'a pas des financements pour mettre en œuvre les moyens, en les déléguant d'ailleurs ces décisions aux intercos ou aux régions, ça paraît un peu compliqué. Le travail que nous avons essayé de faire, c'est de trouver, si possible, les ressources pour permettre à ces collectivités qui souhaiteraient en prendre la compétence. D'ailleurs, je reviendrai dans le détail sur l'amendement par rapport aux régions, mais les régions n'ont pas demandé à bénéficier. Donc on n'a pas intégré le versement mobilité au bénéfice des régions. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous avons bien sûr maintenu le caractère facultatif. Une collectivité, je pense, dans la région rennaise où je suis allé à l'invitation de Françoise, des collectivités n'ont pas mis en place le versement transport ou mobilité. Donc ça, c'est le choix aussi des collectivités. C'est pas obligatoire. Le taux est minoré. Alors évidemment, quand on regarde à Paris avec un taux à 3, nous on parle d'un taux minoré à 0,3. C'est pas de même nature. Et Philippe Dominetti l'a évoqué en citant quelques exemples à 0,3 à l'étranger. Nous sommes à 0,3. On garde le verrou des 11 salariés, alors que certains amendements voulaient abaisser le seuil à partir du premier salarié. Et puis surtout, parce que nous considérons qu'il n'est pas de la responsabilité, en tout cas en totalité, aux entreprises de financer toutes ces actions en termes de mobilité, nous avons intégré un mécanisme supplémentaire en termes d'affectation de la TICPE, et notamment dans les territoires peu denses, y compris sur le plan économique, ce qui permettra à chaque collectivité, éventuellement, de mettre en œuvre des actions de mobilité. C'est-à-dire que si on n'a pas les financements, c'est clair, les intercos pourront prendre la compétence, ce sera au détriment d'autres actions publiques, de la même façon que si les régions les prennent, les budgets mobilité sont beaucoup plus importants dans les régions, donc ce sera moins problématique, a priori, mais en tout cas, il n'y a pas cette demande des régions. Donc, nous avons essayé de trouver un équilibre subtil. Je reconnais que ce n'est pas parfait. J'aurais préféré que les financements existent à l'origine quand le texte est arrivé. Ça n'a pas été le cas. Donc, on a essayé de trouver en concertation un équilibre avec les différents acteurs, en relation d'ailleurs avec les entreprises et leurs représentants, pour intégrer ces financements de cette façon-là, en les limitant, en les cadrant et en les canalisant. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément parfait, mais en tout cas, c'est le projet que nous vous proposons. Sur l'amendement 140, donc je l'ai évoqué, les régions n'ont pas fait cette demande de bénéficier du versement transport, donc ce prélèvement additionnel entraînerait une hausse importante de la pression fiscale, puisqu'il affectera toutes les entreprises sur l'ensemble des territoires. Et il est illusoire de considérer qu'un habitant d'un secteur, ou qu'une entreprise d'un secteur peu dense finance à l'autre bout de la France une mobilité. Donc c'est un avis défavorable sur celui-ci. Sur le 925 présenté par le gouvernement, moi je suis prêt à entendre toutes les propositions d'où qu'elles viennent, et notamment du gouvernement sur le financement des services. En l'occurrence, ça n'est pas le cas. Donc nous, sur les services non réguliers, nous avons considéré que c'était sans doute ces territoires peu denses, les collectivités les moins dotées sur le plan économique et les moins dotées en termes de services publics, qui avaient le plus besoin de mobilité. Parce que les distances, dans ces cas-là, prennent une dimension beaucoup plus contraignante pour nos concitoyens. Et c'est pour cette raison que nous avons fait sauter le verrou du versement régulier. On ne va pas mettre des autocars et des trains dans des territoires qu'on a pu évoquer hier en termes d'insularité, en termes de montagne, etc. Donc il faut être au plus près des besoins de chacun de nos concitoyens. Et de fait, ce verrou du service non régulier était un frein à la mise en œuvre de ces dispositions. Donc c'est un avis défavorable. Sur le 632, donc il n'est pas opportun de rétablir à cet article une condition relative aux catégories de services organisées par l'AOM, même chose. Donc c'est un avis
défavorable. Sur celui de notre collègue Philippe Dominetti, j'ai eu l'occasion d'y répondre au travers de mon propos liminaire. Donc pour les mêmes raisons que pour l'amendement 925 du gouvernement, c'est également un avis défavorable, même si je peux partager l'esprit et l'objectif. Sur le 837, pour les mêmes raisons que l'amendement 925 du gouvernement pour Olivier Paccaud, c'est un avis défavorable également. Et puis pour celui de Madame Vullien, sur sur la précision pour ne pas créer d'écart excessif au regard des services organisés, c'est un avis favorable. C'est une remarque pertinente. Avis favorable, monsieur le rapporteur. Favorable. Oui, merci. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la Présidente. Alors s'agissant de l'amendement 140, moi je voudrais peut-être dire à ses auteurs que vous vous trompez de quinquennat, hein. Il n'y a pas de baisse des dotations aux collectivités. Et je relève que les régions, attendez. Mais si c'est vrai, enfin si c'est vrai, c'est juste factuel, Alors, moi je pense qu'effectivement il faut se préoccuper de trouver des ressources pour financer les services de mobilité, mais il faut aussi prendre en compte l'impact sur nos entreprises. Et donc face à des régions qui n'ont rien demandé, je pense que ça n'est pas la peine de créer une taxe sur les entreprises. Et si les régions n'ont rien demandé, je voudrais vous donner quelques ordres de grandeur. Les régions, elles dépensent aujourd'hui de l'ordre de 6 milliards d'euros pour les services ferroviaires ou routiers, par an, auxquels s'ajoutent 1 à 2 milliards d'euros d'investissement. Les ressources dont on est en train de parler, il s'agit de quelques dizaines de millions d'euros, sachant que nous sommes par ailleurs en train de régler avec les régions des problèmes de remboursement de la TVA. Donc je pense que ça explique que les régions n'aient rien demandé, mais en tout état de cause, elles n'ont rien demandé. Donc je pense que mettre des taxes sur les entreprises pour des régions qui n'ont rien demandé, ça ne me semble pas une bonne idée, et donc avis défavorable. Pour les autres amendements, je propose le retrait au profit de l'amendement du gouvernement. Merci Madame la Ministre. Alors, nous allons maintenant passer aux explications de vote. Monsieur Duplomb. Madame la Présidente, Madame la Ministre, moi je pense qu'il faut soutenir l'amendement de Monsieur Paccaud dans le sens de la suppression des 0,3% pour les zones économiquement peu denses. Pourquoi? D'abord, premièrement, parce qu'il me semble que c'est la double peine. C'est des territoires qui ont la plus grosse difficulté à maintenir une activité économique et une activité industrielle. Ces 0,3%, ça se traduira par de l'argent qui n'ira pas dans leur capacité à investir pour se maintenir dans ces territoires. Et qu'en plus de cela, 0,3% du montant de la masse salariale de ces entreprises ne générera pas pour les collectivités suffisamment d'argent pour organiser la mobilité des territoires où les habitants sont hyper dispersés, où le temps de trajet et la distance de trajet est relativement longue. Donc à mon avis, c'est la double peine pour ces territoires. On ferait mieux de réfléchir à comment on fait de la péréquation entre les secteurs où il est très très facile de se mouvoir et les secteurs qui ne le sont pas, plutôt qu'en appliquant encore une pénalité supplémentaire à des territoires qui n'en ont absolument pas besoin. Merci Madame Lienemann, vous avez la parole. L'amendement de Madame Vullien, bien sûr c'est de mon groupe, mais l'amendement de Madame Vullien, je crois que c'est important de donner aux collectivités où justement il y a des problèmes, des petites structures où il y a des problèmes de mobilité, des moyens pour y répondre. Parce que moi je suis bien sûr sensible aux difficultés des entreprises sur ces territoires. Mais une des difficultés, c'est justement d'avoir des infrastructures qui consolident leur présence. Sinon, c'est une spirale sans fin. C'est pas les 0,3% qui vont être déterminants, enfin un chiffre qui va être déterminant pour leur activité, mais si leur infrastructure autour, qu'elle soit transport ou d'ailleurs qu'elle soit aux technologies, eh ben, il n'y aura pas de maintien de ces activités sur ces territoires. Et puis parce que les collègues, je voulais répondre à nos collègues sur le fait que les Français ont le ras-le-bol fiscal. J'allais presque dire c'est chromosomique. Parce que dès Philippe le Bel, celui qui crée l'impôt pour transformer la contribution aux croisades en impôt, les trésoriers payeurs généraux font remonter à Philippe le Bel cette déclaration. Les gens trouvent que c'est trop cher, qu'il y a trop d'impôts. Et Philippe le Bel, j'allais dire quand même sage,
dit à ses trésoriers payeurs généraux par Eddy, il leur dit « Je vous autorise à négocier le niveau, mais pas le principe. Quand le principe sera installé, nous reverrons le niveau. » Depuis le début, les Français sont allergiques à l'impôt et pour autant, ça n'a pas empêché notre pays d'être un grand pays. Merci. Monsieur Berry-Debat, vous avez la parole. Oui, à mon tour, je voudrais dire que notre groupe votera contre les amendements proposés, à l'exception de celui de Madame Vullien, et particulièrement, je dirais, contre l'amendement de suppression du gouvernement qui souhaite rallier à sa cause l'ensemble des sénatrices et des sénateurs de cet hémicycle. Bon, je crois que notre rapporteur a bien posé le problème. Nous avons des zones blanches de mobilité auxquelles nous voulons répondre. Donc c'est très bien, c'est inscrit dans la loi, mais le péché originel de cette loi, c'est qu'il n'y a pas de financement pour aider les collectivités qui souhaitent se saisir de cette problématique. Et notamment en milieu rural, mais pas que, mais surtout en milieu rural, demain nous aurons des communautés de communes qui se verront confier l'autorité organisatrice de mobilité, ex-autorité organisatrice de transport, sans moyens. Donc je pense qu'il est normal de pouvoir leur donner un minimum, 0,3% du versement transport. Ça a été dit par ailleurs, ça peut monter à 2% dans tout le territoire, sauf à l'échelle de Paris où c'est 3%. 0,3% pour celles qui mettront en place des dispositifs qui ne sont pas forcément les dispositifs complets et qui leur permettront de, je dirais, répondre aux besoins des citoyens. Parce que je crois que les manifestations successives des Gilets jaunes et surtout les premières montraient bien que dans les territoires ruraux, il y avait une double peine. La peine de la mobilité qui faisait que, n'ayant pas de transport collectif, on était obligé d'utiliser sa voiture avec les conséquences qui en découlaient avec une augmentation du prix de l'essence et du prix du gasoil. Donc, moi, je suis solidaire et le groupe socialiste aussi, des propositions qui ont été faites par le rapporteur qui ne partage pas du tout nos convictions, parce que ce sont des propositions de bon sens et que je m'oppose à ce qu'on supprime ce dispositif. Merci Madame Gatel, vous avez la parole. Monsieur Dantec aussi. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais quand même vous dire d'une manière assez simple et assez respectueuse ce que j'ai dit l'autre jour, c'est-à-dire que je salue l'intelligence de votre intention. Vous promettez à chaque citoyen, à chaque habitant, dans n'importe quelle partie du territoire, que demain, son déclassement sera réglé grâce à ce texte. Donc moi j'y souscris, il y a des choses extrêmement intelligentes. Sauf qu'il y a autant d'intelligence que d'indigence, Madame la Ministre. Si on parle là, on va dire, d'imagination fiscale, c'est parce que Madame la Ministre, très sincèrement, avec respect, vous nous amenez un texte qui est un rêve, c'est le Père Noël cette affaire. Et on ne sait pas qui va payer et comment on va payer. Donc moi, je ne suis pas spontanément favorable à aller chercher de la fiscalité dans des entreprises, sur des territoires où il n'y a pas forcément beaucoup d'entreprises, et pour un service qui ne dessert pas forcément les salariés des entreprises. Mais Madame la Ministre, prenez notre interpellation comme une provocation intelligente et une obligation à venir vers nous et à arriver à l'Assemblée avec la réponse à la question que vous posez. Quand vous nous dites, Madame la Ministre, que le grand débat va amener des solutions, franchement... moi, le grand débat, je trouve que, bon, voilà, c'est très bien. Ceci dit, franchement, moi, je dis que ça va relever du miracle si dans le grand débat, on a eu à une seule réunion, une seule personne qui a inventé une solution pour répondre à la question que vous nous amenez aujourd'hui. C'est le gouvernement qui doit nous proposer des solutions de solidarité nationale en lien avec ce que l'on veut faire en matière d'écologie. Alors, au titre de la commission des lois, je dirais que sur les propositions de nos collègues, voilà, qui sont un peu le résultat de ce que vous nous apportez pas,
ce qui nous sauve, si je puis dire, c'est qu'il n'y aura pas d'obligation pour les collectivités. C'est une liberté qui leur est donnée, même si ça peut être une liberté conditionnelle. Donc, Madame la ministre, excusez-nous, mais c'est grâce à vous, de votre faute, qu'on arrive à ce genre de discussion. Monsieur Reynal, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, moi je voudrais tout d'abord trouver intéressante la comparaison internationale qui nous a été livrée tout à l'heure entre New York et la France. Je trouve ça génial. Mais Monsieur Dominati, il faut revenir à New York. Parce que s'il y a quelque chose d'indigent à New York, c'est bien les transports publics. C'est bien le métro. La problématique aujourd'hui du métro, c'est qu'il est dans un tel état que les New-Yorkais craignent de le prendre, vous voyez. Donc, la question, c'est effectivement comment, à l'avenir, on va financer, et c'est la grande question qui est aux États-Unis aujourd'hui, comment on va refinancer les transports publics. Donc, je crois que vous avez fait, finalement, à votre corps défendant, une démonstration que le système français est un système qui fonctionne par rapport à la comparaison internationale que vous avez bien voulu nous livrer. Sur la comparaison entre les territoires, il y a un point qui est toujours important, c'est aussi de s'interroger pourquoi des territoires ont des avantages, finalement, compétitifs entre eux. Et je voudrais le dire, en particulier, ce n'est pas vrai des grands territoires ruraux, mais c'est vrai des territoires ruraux de l'aire urbaine, des aires urbaines autour des métropoles. Dans les métropoles, vous avez des territoires qui sont liés au versement de transport et à des niveaux importants, généralement un 8 ou 2%, selon les cas, et vous avez des territoires autres qui ne payent rien. Et quelquefois, dans le choix d'installation des entreprises, vous avez effectivement le versement de transport qui est cité par les cabinets pour dire, ben voilà, là, vous paierez moins, installez-vous un peu en dehors, finalement, des territoires qui seront concernés par le VT. Ça va dans le mauvais sens pour la politique des transports. Je ne crois pas que ce soit souhaitable. D'autre part, dans ces territoires des aires urbaines, ce n'est pas tous les territoires ruraux, hein, c'est bien ce que j'ai indiqué, mais dans ces territoires des aires urbaines, il y a un intérêt majeur à ce que les structures finalement portées par les métropoles soient améliorées ou par les régions soient améliorées avec par exemple des cadencements de train plus rapides que ce qui existe aujourd'hui. Et pour les faire, eh bien, il faut bien qu'il y ait quelques recettes permettant de le faire. Non, moi je trouve qu'il n'est pas anormal d'améliorer ces possibilités de transport public supplémentaires au niveau régional. Dans notre agglomération, celle de Toulouse, j'ai une collègue ici, elle pourrait le dire, eh bien, nous avons souvent, finalement, beaucoup de gens qui se déplacent en voiture et qui viennent s'agréger à la métropole, alors qu'ils pourraient prendre des trains s'ils étaient mieux cadencés, plus cadencés. Et c'est dans ce cadre-là que les 0,3% peuvent être une solution utile et tout à fait normale pour les entreprises de ces secteurs. Merci. La parole est à Monsieur Chaise. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, nous sommes en fait devant un dilemme. En tout cas, pour ma part, je suis très partagé entre ce qui est proposé par le rapporteur et ce qui est donc évoqué par mes collègues ici présents. Ce dilemme, il est de savoir si effectivement on se donne des moyens pour assumer une tâche, assumer une politique en matière de mobilité, et le financement qu'on a évoqué non présent dans le texte. Et évidemment, nous le regrettons tous collectivement. Donc ce partage entre ces deux aspects nous pose une vraie difficulté et nous met dans une vraie difficulté. Néanmoins, j'entends les arguments des uns et des autres, mais particulièrement les arguments du rapporteur qui évoque les besoins en moyens pour permettre aux collectivités d'assumer ce rôle de politique de la mobilité, notamment dans les territoires ruraux. Je crois qu'il faut effectivement se donner les moyens de ces ambitions. Et c'est le choix qui a été fait par notre rapporteur aujourd'hui. J'insiste aussi sur le côté facultatif qui est intégré dans la rédaction du texte à l'état actuel. Donc pour ma part, je dirais entre deux mots, il faut choisir le moindre et je vous invite, mes chers collègues, à suivre les travaux de la Commission et de notre rapporteur qui restent avec une cohérence pour l'ensemble de ce texte. Merci. La parole est à Monsieur Savoldelli.
Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. S'il y a une réaction, Madame la Ministre, de notre groupe et de sa présidente, quand vous avez affirmé les relations entre l'État et le gouvernement, et les collectivités, pardon, entre l'État et les collectivités territoriales, il y a eu un peu une bronca d'ailleurs au-delà de nos rangs. On ne peut pas dire ça. Et vous avez raison, en même temps, il faut faire preuve de rigueur politique. Donc écoutez, ce n'est pas moi qui ai décidé, ni d'autres ici sur ce banc, là, d'aller sur cette trajectoire de moins 3% de PIB de la dépense publique d'ici 2022, Madame la Ministre, 60 milliards d'économies, 13 milliards sur le dos des collectivités territoriales. Ça, c'est factuel, Madame la Ministre. Et là, ça ne peut pas nous diviser ici. C'est une réalité, c'est un choix politique qui touche tous les niveaux de collectivité, de la commune à la région. Après, vous avez raison, il faut être exact. Si vous me demandez à moi, je vais vous dire que ce n'est pas tout à fait nouveau cette difficulté et ces rapports entre l'État et les collectivités. Donc il ne s'agit pas de se lancer des polémiques sur ce quinquennat, etc. Moi, je suis dans un département, le Val-de-Marne, je peux vous dire, Madame la ministre, vous avez raison, dans le précédent quinquennat, de 2013 à 2017, le département du Val-de-Marne a perdu 299 millions de DGF. Donc on peut avoir cette rigueur, il faut qu'on ait cette rigueur politique pour voir qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on fait. Il y a d'autres départementaux ici. Les allocations d'insertion et de solidarité. Dans mon département, là, je passe de 144 à 152 millions. Augmentation, plus 9 millions de dépenses. Donc attention, voilà, sur les relations entre l'État et les collectivités territoriales. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a eu 9500 débats en France, à l'initiative de votre gouvernement et d'un parti politique qui s'appelle En Marche. Je trouve qu'on est très éloigné depuis le début de cette loi de mobilité, et en particulier dans le débat qu'on vient d'avoir là, sur nos amendements et qu'est-ce qui émane de ce grand débat. Et Mme Gatel l'a dit à sa façon d'ailleurs, et je partage ça. On ne peut pas aussi s'inventer des débats ici, alors qu'il y a eu, qu'on le veuille ou non, 9500 réunions dans tout le pays qui ont réuni énormément de citoyennes et de citoyens. Et je ne sais pas si vous avez... Quand vous avez participé, vous avez dit dans ces débats la même chose que vous dites ici au Sénat en termes de propositions. Et c'est vrai pour ceux qui sont à la majorité, pour ceux qui sont dans la dite opposition. La dernière chose, c'est que nous avons déposé l'amendement 140. Il y a un débat. Nous allons maintenir notre amendement, mais en même temps, nous avons pu voir qu'il y a un autre amendement qui émane et qui a été défendu par la Madame Vullien, qui permet justement aux régions de pouvoir avoir une dotation de transport. On fera les comptes tout à l'heure, on verra ce qu'on a enlevé aux régions en exonérant le télétravail, et on verra si ça n'ouvre pas une inégalité entre les territoires ruraux et les territoires denses. On verra à la fin. Et donc, nous voterons cet amendement de Mme Vullien 403. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Houlgat. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Ce que je voudrais dire, c'est que dans nos territoires ruraux, souvent la performance d'une entreprise, elle est en adéquation avec la performance du territoire sur lequel elle est implantée. Et aussi, on le sait bien, les entreprises vont puiser dans leur environnement les ressources qui sont parfois indispensables à leur fonctionnement. Et à ce titre, parmi les ressources, il y a bien évidemment les ressources humaines. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle, mais c'est aussi l'autre face de la bonne nouvelle, c'est que dans nos territoires ruraux, nos entreprises ont de la peine à recruter des salariés. D'où la nécessité d'un dialogue avec les élus locaux pour justement renforcer l'attractivité des territoires. Et parmi l'attractivité des territoires, il y a un certain nombre de leviers, bien évidemment. Il y a celui des services publics, il y a celui de l'habitat et du logement, il y a celui de la formation, et je pense notamment à de la formation professionnelle de proximité, avec les centres de formation, notamment des apprentis. Mais il y a aussi, bien évidemment, l'accessibilité, et au-delà de l'accessibilité du territoire, il y a l'organisation des mobilités sur ces petits bassins de mobilité. Donc je pense qu'à travers ces 0,3%, ça donne aux petites autorités organisatrices de mobilité de pouvoir mettre en place les services qui sont indispensables au bon fonctionnement, notamment des entreprises. Merci. Monsieur Dantec, vous avez la parole. Oui, pour dire, Madame la Ministre, une des grandes forces de votre loi,
et nous le soutenons très fortement, c'est cette idée que tous les territoires aujourd'hui doivent se saisir de la question de la mobilité avec ce couple région-intercommunalité. Ça fait en plus écho au couple région-intercommunalité qu'on a dans la loi NOTRe et dans la loi transition énergétique, fléché aussi sur les questions climatiques. Et demain, ces deux compétences devront être en synergie. Moi, je crois que le travail qu'a fait le rapporteur pour essayer de trouver un équilibre difficile conforte l'esprit de votre loi, conforte même fortement l'esprit de votre loi. C'est-à-dire que pour qu'un certain nombre de territoires se saisissent de la question de la mobilité, y compris en imaginant des solutions souples, adaptées à des petits territoires, il faut qu'ils aient une capacité de recette. Et 0,3, c'est une capacité de petite recette. Donc je crois que ce que le rapporteur a proposé va tout à fait dans le sens de la loi. C'est même un des moments où on soutient le plus l'esprit de votre loi. Donc je ne comprends pas tout à fait l'amendement du gouvernement. Donc je crois qu'au contraire, il faut maintenir cette capacité parce que c'est aussi par les projets, y compris par les petits projets, qu'on créera une culture de mobilité dans un certain nombre de territoires. Donc pour ces petits projets, il faut un petit financement. C'est le 0,3. Et vraiment, ça conforte l'esprit de votre loi. Merci. Monsieur Masson, vous avez la parole. Bon, on peut difficilement dire qu'on veut aider les territoires ruraux si dans le même temps on leur enlève les petits avantages qu'ils peuvent avoir par rapport aux zones denses. Bon, une entreprise, si tout est égal par ailleurs, une entreprise, elle va se mettre dans les zones denses parce qu'elle trouve un bassin d'emploi, elle peut trouver un certain nombre de choses. Et moi, je le vis dans mon département. Au contraire, le seul petit atout dont disposent les zones rurales, c'est d'avoir une fiscalité relativement basse et donc attractive pour les entreprises. Et moi, je le vois très bien. En limite de la métropole, on a une métropole en Moselle, en limite de la métropole, il y a de temps en temps des entreprises qui vont de l'autre côté de la limite parce que bon, c'est rural, c'est moins bien, il y a moins de services publics, etc. Mais on échappe au versement transport. Alors moi, je crois que j'admets tout à fait qu'on puisse dire il faut mettre un versement transport dans les zones rurales profondes, etc. Mais qu'on ne vienne pas dans le même temps dire on va aider les zones rurales. Il faut faire un choix. À un moment donné, il faut faire un choix. Et moi, je crois que les zones urbaines, ce que certains ici appellent les zones denses, ont tout un tas d'avantages par rapport aux zones rurales qui sont défavorisées. Donc, à un moment donné, le petit avantage qui reste encore pour l'attractivité des zones rurales, il ne faut pas leur enlever. Et puis, vous savez très bien que si aujourd'hui on met 0,3% dans les zones rurales, dans 5 ans, ça sera 1% ou 1,5%. Parce qu'à partir du moment où on ouvre la pompe automatiquement elle a tendance à apporter d'éléments, à aggraver finalement le système. Donc moi, je suis radicalement contre ce 0,3%. Merci. Monsieur Longeau, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Notre groupe soutiendra l'amendement de Michèle Vuillard pour plusieurs raisons. Je crois qu'il faut faire des choix à un moment donné. Et effectivement, les services, c'est ce dont ont besoin nos secteurs ruraux et nos collectivités territoriales, notamment les communautés de communes. Et je crois que je rebondirai sur un certain nombre d'expressions qui ont été faites. Comment voulez-vous maintenir une activité dans nos secteurs ruraux quand vous avez un bassin d'emploi qui est relativement large et que vous n'avez pas moyen de transport? Donc je crois qu'il faut mettre en place les services, et je crois que l'amendement qui est défendu et qui a été défendu par Michèle Vuillard est un amendement qui répond partiellement, mais qui répond à l'attente effectivement de nos concitoyens. C'est pourquoi nous voterons cet amendement 403. Merci, monsieur le rapporteur. Mandeli, vous avez la parole. Oui, simplement, après avoir entendu l'ensemble des interventions de mes collègues, je voudrais simplement attirer leur attention sur le fait que si nous supprimons les dispositions qui sont prévues dans le texte, ça laisse les collectivités qui sont aujourd'hui les moins denses et les moins bien dotées sur le plan économique dans la situation d'aujourd'hui, sans aucune amélioration quelle qu'elle soit, à partir de la situation qu'elles connaissent aujourd'hui. Ce que je veux dire simplement, c'est que si vous avez bien regardé la proposition qui est faite, c'est que nous avons effectivement mis en place un versement mobilité facultatif à l'initiative de la collectivité à hauteur de 0,3, mais nous y avons adjoint un mécanisme supplémentaire
et c'est celui-ci qui est déterminant, qui s'appelle la fraction TICPE affectée aux collectivités et aux zones rurales les moins denses et les moins bien dotées sur le plan économique. Imaginons une collectivité dans laquelle il n'y aurait aucune entreprise. Eh bien, ce mécanisme que nous avons prévu, à concurrence d'un niveau moyen de versement mobilité, je ne rentre pas dans le détail, mais calculé sur les zones plus denses et les mieux dotées sur le plan économique, je vais vous prendre on va prendre un exemple, un chiffre. Imaginons que ce soit 10 € par habitant, avec une pondération d'ailleurs introduite sur la densité, à la fois sur le nombre d'habitants et sur la densité par le groupe centriste. Imaginons que ce soit 10 € et que l'interco en question soit à 50 centimes. La fraction TICPE viendra à concurrence des 10 € compléter le dispositif. Et c'est ça que nous avons prévu. C'est justement pour aller au plus près vers les zones qui ont le plus besoin d'accompagnement et de mobilité. Voilà. C'est ça que nous avons voulu faire dans la mise en place de ces dispositions. Donc moi, j'attire votre attention, chers collègues. Supprimons ces dispositions et rien ne changera sur les territoires, notamment les moins denses et les moins dotés sur le plan économique. C'est tout le sens de ces amendements. Je vous demande simplement de me faire confiance, de faire confiance à la Commission et de nous soutenir tout simplement. Merci. Monsieur Jacquin, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. J'en appelle aussi à la responsabilité. On ne peut pas avoir tout pour rien. Et l'équilibre trouvé en commission n'est pas satisfaisant, mais il est plutôt responsable. J'étais président d'Interco en zone peu dense, moins de 30 habitants. On avait renoncé à lever le VT à l'époque au taux réduit de 0,55 parce qu'on était contraint à mettre en place des services réguliers qui auraient été de piètre qualité vu la surface de notre territoire. Et là, on a des opportunités avec les nouvelles dispositions d'accompagner mieux, mais de manière pas satisfaisante, c'est sûr, les collectivités dans les territoires peu denses. À l'époque, nous, on avait trouvé des solutions en se regroupant. Et c'est le sens des bassins de mobilité qui sont proposés ici, qui sont sans aucun doute une véritable opportunité d'organisation nouvelle. Sur le versement transport, il a bien des défauts, mais il a une qualité importante, et on le constate depuis des décennies, c'est qu'on a en face un service qui est plutôt apprécié. Et j'avais réuni, moi, les chefs d'entreprise de ma communauté de communes pour voir l'impact d'un VT à 0,55 sur leur implantation. Tout ce qu'ils nous demandaient, c'était une vraie qualité de service en face. Et ça marche comme ça. On ne s'implante pas dans un territoire pour un différentiel de taux de 0,3. On s'implante s'il y a un ensemble d'aménités et de qualité de services proposés à la population, proposés aux salariés. Puis une dernière chose, pour ceux qui s'intéressent véritablement aux questions de transport, depuis le temps qu'on discute depuis les assises des mobilités sur ce texte, il y a une espèce d'équilibre qui s'est fait entre le GART, le groupement des autorités organisatrices de transport, et puis les organisations patronales. Il y a une espèce, j'ai compris, de statu quo qui est à peu près respecté actuellement, à peu près respecté. C'est vrai qu'en proposant ce 0,3, certains questionnent, mais on ne peut pas sortir de ce texte avec des mobilités à 2 vitesses, une contrainte d'organisation sur les territoires les moins densément peuplés sans aucun moyen. Et vraiment, cet équilibre est à préserver. Je vous remercie. Merci. Monsieur Dominati, vous avez la parole. Monsieur Huré. Madame la Présidente, afin de participer à la clarification du débat après l'avis du rapporteur et l'avis du gouvernement, moi je voulais simplement dire que je retirais mon amendement au profit de l'amendement du gouvernement, puisque le mot a été prononcé tout à l'heure par un de mes collègues, il y a un véritable dilemme. Ce dilemme, il est soulevé par le talent du rapporteur qui, avec conviction, défend sa ligne de conduite. Pour autant, il s'agit d'un impôt nouveau, de l'extension et d'une taxe nouvelle vis-à-vis de certaines entreprises qui, jusqu'à présent, ne le payaient pas. Et donc, on est à contre-emploi. En réalité, monsieur le rapporteur, vous facilitez le travail de l'exécutif parce que l'exécutif ne fait pas le travail et n'apporte pas de solution. Pour autant, je ne peux pas voter de taxes nouvelles sur les entreprises parce que l'exécutif et le gouvernement ne font pas ces dispositions. Alors, pour faciliter le débat, le choix que nous avons dans la majorité de cette Assemblée, c'est soit de créer une nouvelle taxe
alors que le gouvernement ne veut pas la créer. Et pour ma part, effectivement, avec regret, parce que l'exposé des motifs n'est pas le même, mais je ne peux que suivre le gouvernement et être défavorable, malgré votre conviction, malgré votre entraînement, à la création de cette extension et de cette nouvelle taxe. Merci. Monsieur Pacaud, que souhaitez-vous faire? Votre amendement est identique. J'adopterai la même position que mon collègue Philippe Dominati, à savoir que je retirerai mon amendement au profit de celui du gouvernement, pour les mêmes raisons, à savoir que la création d'un impôt nouveau, qu'on le veuille ou non, ne me semble pas une chose positive pour les entreprises de ces zones rurales qui, la plupart du temps, sont de petites entreprises qui ont bien du mal à joindre les deux bouts. Mais je veux ajouter une réflexion supplémentaire. Dans l'exposé des motifs de l'amendement du gouvernement, il est précisé que le gouvernement fera des propositions. Nous les attendons avec impatience parce que le développement de la mobilité, qui est plus que souhaitable, ne sera pas forcément suffisant. Ils peuvent même se révéler pervers. Je vais vous donner un exemple. Dans mon département de l'Oise, mon collègue Bachere n'est plus là, l'ouest du département est très rural. On a une zone qui s'appelle la Picardie verte. Juste en dessous, on a Beauvais. Il y a une zone franche urbaine à Beauvais. Une bonne partie des entreprises de la Picardie verte ont migré vers la zone franche urbaine. Développer la mobilité des habitants de la Picardie verte vers Beauvais ne créera en rien les conditions du développement économique. Qui plus est, ça coûtera de l'argent aux entreprises de ce secteur. Ce que je veux dire par là, c'est que le texte de loi aujourd'hui, il est hémiplégique ou incomplet. Il faut le compléter. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre. Merci, Monsieur Hurret, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, nous sommes en train de faire du cousu humain. Et en matière d'aménagement du territoire, c'est souvent du cousu humain. En même temps, il faut un peu de courage et d'innovation. Le mot impôt n'est pas forcément un gros mot. Tout dépend ce qu'on en fait. C'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Et très franchement, je suis élu local du territoire le plus pauvre du département des Ardennes, qui lui-même est déjà un département pauvre. Nous avons compris depuis fort longtemps dans ces territoires-là que pour avoir la solidarité nationale et la solidarité des autres, il fallait quand même faire un minimum d'efforts. Et ce minimum d'efforts, c'est la contribution. On a eu des discussions avec les entreprises locales, qui sont certes pas florissantes, mais pas pire que d'autres non plus. Et quand on replace les choses dans leur ensemble, et qu'on met en face la part de TICPE qui va enfin permettre une meilleure mobilité et la contribution qui va être sollicitée auprès des entreprises, eh bien on fait comme on fait sur les marchés, on tope. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est cette ouverture de nous attribuer une part de TICPE là où le versement transport ne représente pas un gros potentiel, mais encore faut-il qu'on le mette en œuvre. Voilà, je souhaiterais, monsieur le rapporteur, soutenir votre amendement, qui est un amendement d'équilibre et qui est une vraie réponse concrète à une problématique majeure d'aménagement du territoire. Merci. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais reclarifier le fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut des ressources pour les autorités organisatrices, les nouvelles autorités organisatrices, y compris celles qui n'organiseront pas de services de transport réguliers. La vision qu'on peut avoir des territoires concernés, il ne faut pas non plus penser que dans ces territoires, il n'y a que des petites entreprises. Moi, j'ai en tête une communauté de communes d'Eure-et-Loir qui souhaite effectivement se saisir de la compétence mobilité et qui accueille des très grosses entreprises logistiques. Donc certaines de ces autorités organisatrices auront en effet des ressources prélevables, si je peux dire, dans leur territoire. Mais il faut également un mécanisme de solidarité parce que d'autres
n'ont effectivement pas d'entreprises en nombre suffisant sur leur territoire. Alors, je n'ai pas renvoyé au grand débat, Madame la sénatrice Gatel, j'ai renvoyé au texte à venir qui aurait, dans un autre contexte, dû être examiné ou déposé plus rapidement, au texte sur la fiscalité locale. Et donc, je prends bien les articles qui ont été votés comme une invitation au gouvernement de proposer un dispositif dans ce cadre. Merci, Monsieur le Président Mauret. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, quelques mots pour vraiment souligner que l'on est sur un dispositif très important de cette loi d'orientation des mobilités. Le gouvernement, tout le monde l'a compris, y compris ceux qui ne font pas partie de la commission que j'ai l'honneur de présider, a la volonté d'instituer une couverture du territoire en termes de mobilité. C'est-à-dire, comme il l'a dit, de supprimer les zones blanches de la mobilité et de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'assignés à résidence. Et pour ce faire, le gouvernement propose que l'on donne aux intercommunalités la compétence en matière de mobilité. Très bien. Mais comme ça a été dit, et je tiens à le confirmer, il n'y a absolument aucun financement prévu pour les collectivités locales à qui on va donner cette compétence. Et je crois qu'on est quand même tous des élus locaux ou des anciens élus locaux dans cette salle, et ça nous permet de mesurer à quel point cette compétence importante, elle est onéreuse. Et donc la confier aux collectivités locales sans mettre un centime de ressources en plus, c'est pas sérieux, c'est totalement irresponsable. Alors Madame la Ministre, vous nous dites que vous partagez l'objectif, très bien, ok. Vous nous dites qu'une réflexion est en cours. Honnêtement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce texte, il est soi-disant bouclé depuis 1 an, il attend depuis 1 an d'être inscrit à l'ordre du jour, et aujourd'hui on nous propose toujours rien. Donc c'est vrai que c'est la Commission qui a dû élaborer des propositions, et je voudrais saluer le travail remarquable à nouveau du rapporteur Didier Mandelli et de l'ensemble des commissaires, parce que ce qui vous est proposé, c'est pas une proposition de Didier Mandelli, c'est pas une proposition de la majorité sénatoriale, d'ailleurs vous l'avez bien compris, puisque sur tous les bancs des voix viennent de s'élever pour soutenir ce dispositif. C'est donc vraiment un dispositif qui a été élaboré collectivement par la Commission. Ce dispositif, il repose sur 2 piliers. J'attire votre attention là-dessus parce que depuis un peu plus d'1 heure, peut-être même 2, on parle uniquement d'un pilier de ce dispositif puisque l'autre pilier va arriver à l'article 2 bis. Le premier pilier dont on discute depuis tout à l'heure, c'est la possibilité, je dis bien la possibilité pour les intercommunalités d'instituer un versement mobilité à taux réduit lorsqu'il n'y a pas de service régulier de transport. Je redis, c'est une possibilité, il n'y a aucune obligation faite aux intercommunalités d'établir ce versement mobilité. Je crois qu'on dit assez souvent dans cet hémicycle qu'il faut faire confiance à l'intelligence des territoires pour ne pas s'imaginer que forcément toutes les intercommunalités vont instituer ce versement mobilité. Le deuxième pilier que l'on va examiner tout à l'heure, c'est que lorsque on sera dans une situation où l'on verra que le versement mobilité ne dégage pas une ressource suffisante pour assurer cette ressource, et on le regardera, comme l'a dit le rapporteur, en ramenant ça au nombre d'habitants, mais aussi à la densité du territoire, puisque les sénateurs centristes ont un amendement qui a un avis favorable du rapporteur pour dire qu'il faut en zone rurale pas seulement regarder par rapport au nombre d'habitants, mais par rapport au territoire. À ce moment-là, il y aura un complément de TICPE pour arriver à un niveau minimum. Mais ce complément de TICPE, j'insiste, il ne sera versé que si le versement mobilité a été voté. Parce que, comme le disait très justement M. Huré, il faut aussi que les territoires fassent un effort. C'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera. Donc si jamais on ne votait pas ce dispositif, par là même, on priverait aussi les territoires ruraux de la possibilité d'avoir le deuxième pilier, c'est-à-dire un complément de TICPE. Donc moi, je comprends très bien les préoccupations qui ont été exprimées par rapport à la fiscalité des entreprises. Je le comprends tout à fait parfaitement. Mais qui, dans cette salle, peut proposer à cet instant un dispositif permettant de financer la compétence mobilité et je le demande à un certain nombre de mes collègues qui ont déposé des amendements qu'ils ont eu la sagesse de retirer.
comment ils envisagent de financer cette compétence importante de la mobilité dans leur département. Vous avez dans vos départements, dans l'Oise, dans la Haute-Loire, des petites intercos. Demain, elles se retrouvent avec la compétence mobilité. Eh ben, il faut quand même leur assurer un financement. Et pour l'instant, on n'a que de vaines promesses du gouvernement. On n'a même pas de calendrier. On n'a rien du tout. Donc, on est bien obligé de faire en sorte de proposer ce dispositif avec ces deux piliers que j'ai rappelés. Et je crois que M. Huret a tout à fait expliqué que c'était quelque chose d'indispensable pour nos territoires. Donc je crois, Madame la Ministre, que vous seriez bien inspirée de suivre l'exemple de nos collègues Paco et Duplon en retirant cet amendement. Ce serait un signal fort que vous envoyez au territoire parce qu'encore une fois, on ne peut pas imposer aux communautés de communes une nouvelle compétence aussi importante et aussi onéreuse sans rien prévoir. Ça n'est pas sérieux. Merci. Nous passons maintenant au vote de l'amendement 140 avec un avis défavorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 925 présenté par le gouvernement avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 632 rectifié avec un avis défavorable de la Commission et une demande de retrait de la part du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 403 rectifié, un avis favorable de la Commission, une demande de retrait du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 2 bis, nous allons examiner un amendement numéro 926 et c'est le gouvernement qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Donc, votre commission a introduit un mécanisme de solidarité en faveur des autorités organisatrices dont le potentiel fiscal ne permettrait pas de financer les services de mobilité nécessaires. Je partage tout à fait cette préoccupation. C'est vraiment une préoccupation également du gouvernement. Mais il me semble prématuré d'apporter une réponse de ce type. Comme j'ai eu l'occasion de le dire encore à l'instant au sénateur Lurel, ce sujet est en cours d'examen dans le cadre de la réflexion sur la fiscalité locale. Et donc je vous propose la suppression de cet alinéa au bénéfice des propositions qui pourront être faites dans ce cadre. Quel est l'avis de la Commission sur l'amendement du gouvernement? Oui, je ne vais pas développer un long argumentaire. J'ai eu l'occasion de le faire ce matin. Simplement, quand nous vous avions auditionné, Madame la Ministre, vous nous aviez demandé de trouver des solutions de financement. En voilà une. Je comprends que ça ne soit pas satisfaisant pour vous, mais en tout cas, sur cet amendement, nous émettons un avis défavorable. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Un amendement 509. Qui va nous le présenter? Monsieur Longeau, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. L'objet de cet amendement que je défends au nom du groupe Union centriste et qui est l'auteur est Jean-Pierre Moga est un amendement de bon sens comme l'est l'auteur. L'objet de cet amendement est de prendre en compte la densité de la population pour l'application du mécanisme de péréquation verticale mis en place par l'article 2 bis. En effet, cet article prévoit qu'en cas de faible rendement du versement mobilité, une communauté de communes puisse bénéficier d'un complément de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Il prévoit de calculer l'éligibilité de la communauté de communes au dispositif en fonction du nombre de ses habitants. Le présent amendement introduit également le critère de leur répartition pour que les communautés de communes dont la densité de population est faible puissent aussi en bénéficier. C'est souvent le cas dans ces départements ruraux ou ces départements de montagne où pour avoir une communauté de communes d'une vingtaine de milliers d'habitants, on doit regrouper une quarantaine de communes. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur cet amendement?
Alors, je vous propose un avis favorable. J'ai eu l'occasion ce matin d'aborder le sujet en anticipant un peu, en disant que, en vous présentant le dispositif, en disant qu'à la fois il intégrait une notion de population, bien sûr, et j'ai rajouté d'ailleurs qu'un amendement serait proposé pour y rajouter la notion de densité de population. C'est chose faite, donc je vous propose un avis favorable. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement sur cet amendement ? Alors, en cohérence avec l'amendement du gouvernement, je vous propose le retrait ou sinon avis défavorable. Monsieur Delcros, pour une explication de vote. Merci Madame la Présidente. Moi, je veux apporter tout mon soutien à cet amendement que j'ai par ailleurs co-signé, parce qu'on s'aperçoit que dans de nombreuses décisions qui sont prises, dans de nombreux domaines, ça vaut pour des dotations, ça vaut pour tout un tas, pour différents sujets, de prendre en compte seulement le nombre d'habitants pénalise fortement les territoires à faible densité de population qui ont aussi souvent peu de recettes et à gérer des longueurs de réseau, des longueurs de voirie, etc. Et aujourd'hui, organiser la mobilité dans un territoire à faible densité de population, ça veut dire des trajets très longs pour peu d'habitants. Donc le système de péréquation, c'est peut-être la première fois qu'on arrive à introduire ce critère de densité de population, que le système de péréquation qui est prévu dans le cadre de la mobilité, du versement de transport, puisse intégrer la densité de population, ça me semble être une simple mesure d'équité et qui devrait servir de référence dans bien d'autres domaines. S'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 509 avec un avis favorable de la Commission et un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'article 2 bis. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Et voilà pour ces temps forts des débats autour du projet de loi mobilité. Les sénateurs se sont opposés à la création d'une taxe sur les poids lourds étrangers. Ils ont prévu une taxe transport réduite sur les entreprises pour les territoires qui ne souhaitent pas organiser de services de transport réguliers. Et cette semaine, le Sénat poursuit l'examen de ce projet de loi Fleuve et les sénateurs devraient débattre de la limitation de vitesse à 80 km/h expérimentée par l'État sur les routes secondaires. Un amendement de la droite sénatoriale propose que les départements choisissent les routes sur lesquelles garder cette limitation. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.